Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné d'Alexandre. Bonjour, j'espère qu'il va bien. Et tout le monde va bien. Ça va très bien de ce côté-ci, ça va-tu bien de ton côté? Ah, moi, ça va plutôt bien. Alors, on va parler d'un sujet qui va être intéressant, une belle étude de cas. Je te laisse la présenter. Oui, tout à fait. On a eu au Québec, puis là, je vais te donner la date de l'enregistrement. Là, on enregistre le 25 août, justement pour qu'on sédule, parce que la diffusion va être à un autre moment, puis ça se peut que les informations qu'on divulgue se changent ou se transforment à travers le temps, donc c'est important. On a eu un cas de BRP qui a connu malheureusement un rançon logiciel qui a eu des impacts très importants sur sa chaîne de production, sur tout ce qui se passe, sur l'opération même du côté affaires. Donc, la production est arrêtée, tout a arrêté au complet. Donc, on a décidé de prendre ce cas-là comme un cas d'étude, justement pour le regarder sous l'angle justement de la résilience. Comment, sur l'information qui nous est disponible, évaluer et prendre ça pour que ça serve de leçon pour les autres entreprises, justement pour s'améliorer, pour se préparer, pour pas affronter une situation comme BRP est en train d'affronter. Je vais te laisser un peu présenter les différents volets. Donc j'ai fait une infographie par rapport à ça, et puis dans les prochaines études de cas on fera ça, et puis on pourra la partager. Donc c'est une infographie qui va permettre d'avoir une vision complète en fait de l'événement, et puis de faire une étude de cas. Alors juste pour BRP, donc on va arrêter de nommer son nom parce que c'est elle, mais ça peut être tout plein d'autres entreprises. Le principe reste le même pour n'importe quelle entreprise. Ils ont communiqué et puis ils ont indiqué le 9 août qui signalait une activité malveillante en fait en termes de cybersécurité. Alors, malveillante, ça veut dire un petit peu tout et n'importe quoi. En fait, après analyse, la provenance du logiciel malveillant est venue d'un fournisseur de services externes. Ça, c'est une problématique que l'on rencontre de plus en plus dans beaucoup d'entreprises. Les fournisseurs externes, en fait, sont vecteurs d'attaque, et on le voit de plus en plus. Il y a des grosses entreprises comme Thales, Airbus, etc., qui sont déjà fait attaquer comme ça. Le logiciel qui a été utilisé, c'est Ransom EXX, donc c'est un rançon logiciel qui est assez bien connu par le passé. Et donc, il a été utilisé. Et puis, l'élément qui a été touché, en fait, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ce que communique cette entreprise, c'est le portail qui permet de commander les pièces et de planifier, en fait, les livraisons. Donc, commander les pièces, quand vous avez beaucoup de sous-traitants, ça pose un léger petit problème. Et comme il faut quand même gérer tout ce qui est mouvement de matériel, envoi de matériel, tout ce qui est planifié livraison, si c'est à terre, là aussi, vous allez avoir du stock qui va se stocker dans votre cours et ça va être compliqué pour pouvoir livrer. Donc, c'est quand même assez conséquent. Il semblerait qu'il y ait d'autres choses qui aient été touchées là, mais en tout cas, sur les données que moi je suis allé collecter directement sur BRP, news.com, BRP.com, pardon, et puis différentes en fait médias, c'est ce qui est remonté en premier. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder différents aspects en fait qui peuvent impacter l'entreprise, l'exploitation, donc la production, la finance, les images, la communication, les partenaires, les clients, les données et la partie PRP. Pour chaque point, je te propose qu'on le parcourt et puis on va en parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est affiché. Donc sur l'espace exploitation, donc la production d'une entreprise, c'est un manufacturier et comme tout manufacturier, leur cœur de business, c'est de fabriquer des bidules et de pouvoir ensuite de ça de les vendre. Donc à partir du 9 août, l'entreprise a indiqué qu'ils avaient arrêté la production sur 4 sites de production, donc Valcourt au Canada, en Finlande, aux États-Unis et puis en Autriche. 4 gros sites de fabrication par rapport à ça. Donc, pendant une semaine, jusqu'au 15 août, les sites de production ont été arrêtés. Donc, 0 production qui sortait de ces sites-là. Le 15 août, ils indiquent qu'ils font un redémarrage partiel des sites de production. Donc, déjà, le 15 août, on est sur quelque chose de partiel. Donc, tout n'est pas revenu à la normale par rapport à ça. Et ils indiquent dans leur communiqué les autres sites. À l'origine, ils en ont indiqué 4. Mais les autres sites devraient reprendre progressivement. Donc, ça veut dire qu'on a plus que 4 sites qui sont bloqués. Donc, l'importance de la production qui est relativement limitée. Et puis, le 24 août, ça c'est la presse qui l'indique, pas d'échéancier, en dépit des mises au point offertes par la société, les concessionnaires interrogés par la presse
mardi, donc ce mardi ici, là, ce mardi qui est passé il y a 2 jours de ça, bah, ignoraient quand le portail serait fonctionné. C'est-à-dire que ce portail qui leur permet de commander le matériel, hein, près de 14 jours après, n'est toujours pas disponible. Donc, on peut toujours pas commander du matériel et on peut toujours pas regarder les livraisons. 14 jours. Imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en termes de continuité d'activité? Bah, c'est de regarder quelles étaient les possibilités de pouvoir continuer à fabriquer sur d'autres chaînes de production, peut-être qui n'étaient pas forcément impactées. Comment est-ce qu'on pouvait avoir des systèmes qui étaient redondants ailleurs? Alors, il y a des possibilités. Ça coûte quand même de l'argent, mais on va parler d'argent parce que ça rend intelligent. On va en parler un petit peu plus loin. Pour ce qui a été déjà perdu, estimé perdu aujourd'hui, là, je pense qu'on aurait pu avoir des solutions qui étaient faciles. Donc, il aurait été possible peut-être d'avoir un système bis qui est dans une cloche de façon protégée, etc., et qui aurait pu être activé par la suite. Ça génère des conséquences derrière, mais bon, ça peut être fait. Donc là-dessus, pour maintenir cet aspect de production, ben, il aurait pu être fait un certain nombre de choses. Il aurait pu aussi peut-être faire du cloisonnement, usine par usine, pour éviter que justement ça atteigne toutes ces usines qui se trouvent à travers le monde. Là, on parle du Canada, on parle de la Finlande, on parle des US, on parle de l'Autriche. Hein, c'est pas tout dans le même coin. Donc ça, l'exploitation, là, cœur de business de l'entreprise, hein, zéro activité. Donc ça pose vraiment problème. Ouais, c'est très dommageable. Le plan, tu vas glisser sur les finances immédiatement après. Mais s'ils produisent plus rien, la raison d'être même de l'entreprise est remise en question dans ce cas-ci. Là. Donc, c'est quand même très important, puis très, très plate pour eux autres parce que là, ils vivent un peu les conséquences de choix passés. Là. Ouais, c'est ça. Et tu as raison de rebondir sur ça parce que le cœur de business de cette entreprise-là, c'est de vendre. Mais pour vendre, ils fabriquent. S'ils ne peuvent pas fabriquer, et on va le voir un petit peu plus loin sur les partenaires, les pièces ne peuvent pas s'envoyer, les équipements ne peuvent pas s'envoyer, donc du coup, ils peuvent pas vendre. Et donc, l'argent, à un moment ou à un autre, va se tarir. En termes de finances, j'ai regardé deux points de vue sur le manque à gagner. Typiquement, c'est ce qu'on discutait à l'instant. S'ils peuvent pas fournir les pièces, ils ne peuvent pas vendre, et donc il y a du manque à gagner là-dessus parce que on va le voir un petit peu plus loin. Il y a des clients qui ont annulé leur commande. Commander un jet ski et puis le recevoir seulement en hiver pour l'hiverner, il n'y a pas vraiment beaucoup de clients qui sont très très fans par rapport à ça. Et en termes de finances, donc le manque à gagner, mais il y a aussi en fait les effets collatéraux, c'est-à-dire que quand on a arrêté les usines, 4 usines dans le monde, et puis apparemment il y en a quand même un peu plus, mais on n'a pas le chiffre exact. Ça veut dire que les gens là, ils sont retournés chez eux là, et puis ils ont attendu pendant près d'une semaine. C'est ce qu'on a à peu près dans les choses. Alors j'ai fait un petit calcul. C'est une entreprise de 20 000 employés qui fait de la manufacture. J'ai été gentil, j'ai pris 10% des employés, ce qui fait à peu près 2 000 employés. Un employé coûte à peu près $350 de la journée. Ça comprend son salaire, ça comprend les congés, ça comprend son espace de travail, tout ce genre de choses-là. Et puis tous les effets qui accompagnent le salarié. Ça, je suis parti donc pour 7 heures, $350 pour salarié. 2000 salariés fois $350, ça commence à faire beaucoup d'argent. Mais ensuite de ça, on va le calculer sur 7 jours. Et donc, sur 7 jours, ça nous amène à 5 millions de dollars canadiens de salaires qui sont continués à payer. C'est 5 millions de dollars sans production derrière. Ça revenait à $700 000 par jour. Autant dire que quand on parle d'argent, ça rend intelligent. $700 000 par jour, j'imagine qu'en termes de cybersécurité, on peut se payer pas mal la Rolls de la cybersécurité, sans compter tout ce qu'on peut mettre dans la continuité, dans la gestion de crise, pour optimiser justement ces choses-là, parce que les cyberattaques, c'est pas nouveau. Donc, ça fait quand même vachement beaucoup d'argent. Je sais pas ce que tu en penses toi par rapport à ça là, mais c'est quand même coûteux. C'est beaucoup d'argent parce que justement, ça a touché toute l'entreprise. Tu mentionnais précédemment, ça avait été cloisonné par usine, par exemple. Là, il aurait été capable de diverger de la production en conséquence, puis justement d'avoir de mitiguer un peu l'ampleur du problème. Là, dans ce cas-ci, c'est un arrêt complet de la production.
payer les employés parce que on n'a quand même pas le choix. Fait, c'est un coût qui est là. Et sans productivité, c'est-à-dire que c'est de payer ce 5 millions-là et payer dans le néant parce qu'il n'y a pas de retour de production qui va avec. Là. Je te propose, Nicolas, de regarder le point suivant qui concerne l'image. En termes d'impact, quand une entreprise se fait cyberattaquer ou subit un événement, en fait, l'image, c'est très très important et l'image va toucher justement le public. En fonction comment est-ce qu'elle agit, l'image va être plus ou moins écornée. Dans le cas actuellement, là, on n'a pas suffisamment de recul, mais ce qu'on peut retrouver généralement dans ce genre d'événement, puis qui va arriver en fait avec les jours ou les semaines ou les mois qui vont venir, c'est simplement déjà du mécontentement en fait des clients. On a déjà un petit peu vu ça par rapport à la presse qui est ressortie, des clients qui ont annulé leurs commandes parce que justement ça arrivait pas en temps et en heure, des fournisseurs qui eux aussi commencent à se dire ouais mais nous comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça, comment est-ce qu'on va pouvoir se faire payer notre stock et tout ça, et puis des concessionnaires qui eux, comme j'indiquais au début, sont bloqués sur le fait qu'ils ne peuvent pas commander leurs pièces et puis qu'ils voient pas où en sont les livraisons. Donc ça en fait on va avoir en termes d'image, en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est du mécontentement client qui reçoivent pas leurs commandes en temps et en heure, et du mécontentement au niveau des concessionnaires qui eux ont un impact collatéral sur leurs clients parce que le client il travaille directement avec le concessionnaire, donc il va falloir qu'il raconte des choses. Donc ça génère pas mal de choses. Donc, par rapport à ça, à l'image, c'est la communication. En termes de continuité des affaires, c'est de gérer la communication par rapport à ça et puis d'avoir une communication plutôt assez bien assise. Quand on regarde la communication qui est faite par l'entreprise, donc si vous allez sur le site news.brp.com, c'est la communication qu'ils font. Marquez en commentaire ce que vous en pensez là. Je serais curieux d'avoir votre retour. Maintenant, en termes de communication, donc là aussi, il y a un autre point, c'est par exemple Radio-Canada, le 23, a demandé un interview justement à cette entreprise et cette entreprise n'a pas donné suite pour cette interview. Donc là aussi, en termes de communication, il y a tout un processus de communication de crise et notamment la transparence, le fait d'expliquer les choses telles qu'elles sont, sans en ajouter, sans soustraire, mais d'être vraiment en fait présent pour pouvoir répondre aux questions des journalistes. Sinon, si on répond pas, comme le cas typiquement de Radio-Canada qui a demandé justement à l'entreprise de faire une entrevue et puis l'entreprise a refusé, ça va générer en fait des effets de bord, avec des effets de bord, avec le fait de dire des choses qui ne sont pas forcément de la source de l'entreprise qui est en difficulté. Donc là aussi, en termes de communication, quand on fait de la gestion de crise, il y a tout un volet communication. Quand on prépare un plan de continuité des affaires, il y a un volet communication qui va permettre de savoir quoi dire, comment le dire, par quels médias, qui est-ce qu'on va mettre sur le devant de la scène. Là aussi, c'est progressif. On va pas acheter le PDG tout de suite devant les micros. Généralement, on le garde quand vraiment ça commence à chauffer. Donc, il y a toute une stratégie. Si elle n'est pas préparée, ça donne ce genre d'effet de bord avec les communications qui ne sont pas pour les entreprises une très très bonne chose. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait les communications, on va regarder un petit peu les partenaires. Ce genre d'entreprise manufacturière, elle fabrique des choses et elle a des partenaires. Elle a des actionnaires qui vont permettre de rentrer de l'argent, de jouer ça. Et d'ailleurs, au niveau de l'actionnariat, c'est très intéressant. Je suis allé voir sur la bourse parce que sur leur communication, ils marquent leur code de bourse. C'est ce qui est très surprenant dans une communication. Généralement, quand on a une crise, la bourse chute. Et là, quand je suis allé voir la bourse, en fait, les actions ont grimpé. Elles ont grimpé à peu près de $2 le 9 août, jour de la déclaration. Donc, c'est très surprenant. Et quand on discutait hors ligne, c'est très automatisé, en fait, les achats, ventes d'actions de bourse. Donc, peut-être qu'il y a un effet pervers à ça.
Donc, les partenaires, comme je disais, il y en a différents. Il y a donc les actionnaires, les fournisseurs, les clients, les concessionnaires, enfin bref, il y en a plein. La presse fait partie aussi d'un partenaire. Et là, les partenaires, en gestion de crise, il faut travailler avec eux. Il faut leur dire clairement les choses. Faut bien communiquer. Ça rejoint le point qu'on avait avant. Et puis, il faut savoir comment gérer en fait ces partenaires-là. Dans la presse du 24, les concessionnaires, le titre, c'est les concessionnaires de l'entreprise écopent aussi de la cyberdéfense. Les partenaires, du moment que l'entreprise X ou Y a un événement, ça fait des effets collatéraux pour tous les partenaires. Et typiquement, pour les concessionnaires particuliers, pour une usine de manufacture, s'ils ne peuvent plus livrer, les concessionnaires qui sont front clients, eux ont une grosse difficulté. Dans les articles que j'ai pu lire par rapport à ça, ils ont dû reporter des livraisons de matériel. Ils ont dû le matériel qu'ils sont en train de construire à leur niveau parce que ils personnalisent ces machines-là. Ils ont été obligés de les mettre de côté. Donc ils stockent, etc. Donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Ça pose aussi un problème sur le stock qu'il peut y avoir dans ces entreprises-là, dans ces concessionnaires, qui font qu'ils sont à flux tendu. Donc très rapidement, en fait, ça a un impact sur eux. Donc par rapport à ça, quand on a ce genre d'événement-là, en termes de plan de continuité des affaires, faut le prévoir. Et pour le prévoir, pour éviter des ruptures de livraison, c'est d'avoir en fait le contraire du flux tendu, c'est d'avoir du stock à domicile pour pouvoir remplir les commandes qui sont ne serait-ce qu'en cours. Et les personnes qui arrivent pour acheter de nouvelles choses, simplement leur dire, voilà, il y a une rupture, expliquer les choses, mais en tout cas, pas générer du mécontentement pour les gens qui ont déjà payé. Comme je disais, je donnais un exemple tout à l'heure, là, je suis pas sûr qu'il y ait que quelqu'un qui a acheté pas un Ski-Doo, mais un scooter de mer, là. C'est doux. Un Sea-Doo, oui, voilà, un Sea-Doo, c'est la marque. Oui. Le Sea-Doo, typiquement, je suis pas sûr qu'il a envie de le recevoir en hiver, parce qu'en hiver, faire du Sea-Doo sur un lac gelé au Canada, je suis pas sûr que ce soit très très efficace. Donc là, ça a généré, donc ce que je disais aussi, ça a généré beaucoup en fait d'annulation de commandes et donc du manque d'argent à rentrer. Donc là aussi, si on revient sur les partenaires, il faut vraiment être attentif à ses partenaires et il faut le prévoir dans le cas d'une gestion de crise. Chez un client, c'est chez qui j'ai travaillé, c'est de mettre du stock, c'est d'avoir du stock et que ce stock-là soit réparti chez plusieurs concessionnaires, par exemple, ce qui permet que pour un concessionnaire, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, c'est d'appeler le concessionnaire de la ville d'à côté ou de l'endroit à côté, puis dire tiens, est-ce que tu peux me dépanner sur ce genre de choses-là. Donc il y a une possibilité d'organiser en fait la pénurie en s'appuyant sur d'autres concessionnaires, en s'appuyant sur du stockage supplémentaire. Alors ça va complètement à l'inverse, stocker, ça va complètement à l'inverse du modèle de marché qui est sur du flux tendu, on limite les pièces, etc. là, mais on voit la limite en fait de ce modèle économique et on le voit dans ce cadre-là. Et ça peut être très coûteux. Oui, puis c'est un peu ce que je retiens beaucoup de ce que tu dis, le flux tendu, ou plus sympathiquement en anglais, le just in time, qui a fait beaucoup de succès commercial et manufacturier à travers le monde. Il y a ses limites. Puis là, c'est amusant que c'est à travers, pas des ruptures ou des cataclysmes naturels dans lesquels c'est arrêté, mais vraiment, maintenant, on doit considérer l'élément cyber comme étant un élément très important à considérer, justement, à temporiser ces éléments-là, puisque normalement, des grands fournisseurs comme les grands constructeurs vont avoir plusieurs fournisseurs, justement, pour si un flanche ou s'il n'est pas capable, vont toujours être capables, justement, d'avoir une seconde avenue. Et là, on se retrouve dans lequel un assembleur comme BRP peut être, se retrouve dans une situation où lui-même doit commencer à planifier ces éléments-là, de doubler ces éléments, puis d'avoir peut-être des stocks, justement, comme tu mentionnes, qui est vraiment contre la tendance qui a été depuis au moins une dizaine d'années, c'est probablement beaucoup plus que ça, sur lequel on essaie d'optimiser, de ne pas avoir de stock, justement, parce que ça a des coûts avoir du stock, mais
somme toute, ça aura peut-être plus de coûts d'avoir des interruptions comme ils ont vécu là. Puis il va y avoir une analyse très importante à avoir sur cet effet-là et sur les partenaires. Puis tout ce qui suit l'image, là, tu parlais des concessionnaires, mais c'est eux qui mangent les bêtises à l'heure actuelle à grands coups de sacre peu jovial dans lequel ils doivent se faire accueillir. Fait que ça va pas être super drôle. Puis les remboursements, puis les éléments qui doivent être faits. Puis là, on retouche aux finances, on retouche à tous ces éléments-là là, qui sont tous intimement liés au bout du compte, mais quand même pris individuellement ont des conséquences et des éléments. Tu as été vite sur la communication, mais puis l'élément que j'aimerais souligner, c'est que s'il y a du vide, ou incidemment, si la communication ne remplit pas le questionnement, donc il y a nécessairement du vide, même s'il y a du contenu en termes de texte, ça répond pas, ben le vide se remplit par lui-même, donc se crée des narratifs qui viennent à côté deviennent peut-être même toxiques à la limite dans certains égards, peut-être pas dans le cas qui nous occupe, mais dans d'autres cas qu'on a pu voir à travers le temps où si ce vide-là se fait, ben le narratif à côté, puis le narratif à côté devient virtuellement impossible à régler dans le temps, mais il crée des dommages permanents sur l'image de la compagnie, puisqu'on n'est pas capable de reprendre le contrôle de ce narratif-là. Et ça joue en effet sur cette communication, hein, l'univers à horreur du vide. Et en effet, c'est exactement ce que tu dis. Hein. Les autres vont s'occuper de votre communication. Et ce sera pas toujours à bon escient, et voire même les concurrents là vont servir en fait de votre manque de communication pour rentrer là-dedans. Donc ça aussi c'est un aspect, hein, la communication en gestion de crise, ça fait partie du nerf de la guerre, quoi. Si on veut pas, puis un manque de communication est générateur d'une crise supplémentaire. Donc pour les partenaires, donc à peu près ces partenaires-là, on voit aussi les fournisseurs dans les partenaires, parce que clairement là, s'il y a moins de rentrée d'argent, si leur système informatique là après, je sais pas si d'autres systèmes informatiques de facturation, de choses comme ça ont été touchés, là on va le savoir plus tard. Là aussi il y a un impact sur les fournisseurs. Et je vais revenir sur la provenance du logiciel. La provenance du logiciel, un fournisseur de services externes. C'est-à-dire que il semblerait, il y a rien de précis là-dessus là. Et tu vois, on parle de narratif, de communication. Donc je suis en train d'extrapoler, mais il semblerait que ça vienne en fait d'un fournisseur de services externes, donc externe à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces entreprises qui elles-mêmes sont avec des fournisseurs, avec des clients, et on va en parler un petit peu plus loin sur les données et le PRP, ça communique tout ça. Et dans une des conférences, je donnais l'exemple sur le fait d'un fournisseur, enfin d'une société qui s'était fait piquer les données, qui s'était fait piquer en fait ses adresses courriels, ses passwords, ses machins, etc. là, et puis qui avait eu d'autres clients, d'autres fournisseurs qui avaient été impactés par justement ce premier fournisseur-là. Donc on peut avoir des effets dominos d'un fournisseur qui s'est fait infecter, qui va infecter d'autres fournisseurs. Donc possiblement les fournisseurs, eux aussi, quand ils voient que leur client, cette grosse boîte a été impactée, eux, ça peut générer pas mal de troubles aussi chez eux. Ensuite de ça, il y a un autre point que alors on pourrait mettre les clients dans les partenaires, mais c'est un peu plus particulier. Les clients, on est vraiment en fait, c'est la personne qui va porter votre produit, c'est la personne qui va acheter votre produit, c'est la personne qui va être contente ou mécontente du produit. Donc là-dessus, là, par rapport à ça, là, et puis c'est ce que j'indiquais à plusieurs reprises, toujours dans la presse, il y avait un petit article là-dessus avec les délais de livraison qui s'attirent, en fait, les clients n'achètent plus, donc manque à gagner. Et tout ça, hein, c'est un écosystème qui se rejoint, c'est systémique. Il va y avoir un impact sur l'argent qui va rentrer. Mais ça veut dire quoi aussi? Les clients, même si cette entreprise est quand même pas mal leader sur son domaine de motorisation de loisirs, hein, il n'empêche qu'il y a quand même des concurrents à cette entreprise-là. Et monsieur Dudule qui voulait avoir son jet ski pour l'été ou fin d'été, qui peut pas l'acheter sur cette entreprise-là, il va se retourner vers une autre entreprise et puis il va l'acheter là-bas.
c'est un manque à gagner pour l'entreprise qui vient de se faire cyberattaquer. Et donc, si elle a goûté ce client-là sur l'autre entreprise, hein, eh ben, elle va être peut-être contente. Donc, on le sait très bien, avoir des clients, c'est excessivement long, c'est compliqué, mais par contre, les perdre, hein, ça peut se faire en quelques secondes. C'est juste, en fait, une prise de décision d'acheter le même produit ou un produit équivalent dans une autre entreprise. Donc là aussi, cette notion de client, en termes de continuité d'affaires, hein, eh ben, il faut le maintenir, faut faire en sorte, ça rejoint le stock, ça fait en sorte de pouvoir répondre en fait à la demande, ou alors de mettre des incitatifs pour que le client en fait reste chez vous, c'est-à-dire une réduction, ce genre de choses-là. Tout ça, ça se prépare en amont vis-à-vis d'un événement comme ça. Donc les clients, hein, c'est quand même quelque part, hein, si vous perdez vos clients là, ben, vous perdez vos revenus là, et puis reconstruire en fait une confiance d'une clientèle là, c'est très très limite. Hein. Et en plus cette entreprise, hein, elle tape de tous les côtés. Hein. Elle fait des systèmes de loisirs, des skidoo, des sidoo, des trucs de la motorisation d'aviation. Elle fait des vêtements, etc. Je veux dire, là, ça touche toute leur branche commerciale. Donc les clients, c'est une chose très très importante par rapport à ça. Ensuite de ça, il y a tout un aspect données et PRP. Alors dans les données, dans les communications de l'entreprise, ils disent qu'il n'y a pas d'impact sur les données. Enfin en tout cas, c'était comme ça qu'ils le disaient au début. Et puis au fil de l'eau, ils ont indiqué que pour la PRP, par exemple, je vais aller sur la PRP. Et ben sur la PRP, le 15 août, eh ben il n'y avait pas de preuve que des renseignements personnels des clients auraient été touchés. Donc 15 août, tout va bien, Madame la Marquise. Le 23 août, certains employés et fournisseurs, il y a eu des vols de données. Ah, là, ça va déjà moins bien. Et puis le 24 août, donc le lendemain, là, on voit qu'il y a une accélération sur le vol des données. Eh ben, vol d'identification, de connexion. Et donc, il va y avoir une offre de service de crédit à tous les employés. Tous les employés, c'est-à-dire aux 20 000. Donc, sous-entendu, si on fait ce genre de choses-là, bah, ça veut dire que les 20 000 employés sont potentiellement touchés. Donc là aussi, service de crédit, ça veut dire que c'est des solutions de sécurisation de données de crédit, etc. Là, ça coûte relativement cher. Hein. Je sais pas si tu connais les tarifs. Moi, j'avais pu voir, c'était autour de $200 de l'année là pour faire des sécurisations de comptes bancaires, de suivi de carte de crédit là. Sur 20 000 là, on doit être à peu près à $400 000 annuels. D'accord. C'est ça, c'est très cher. Ben, c'est cher. Encore là, ça s'accumule dans l'argent qui est mis dans la crise pour l'entreprise. On parlait plutôt le 5 millions qui est justement qui a été perdu en tout cas le calcul selon le moment de l'enregistrement et qui va continuer parce que les usines ne sont pas encore tout à fait de retour. Donc, on est encore là. Là, il y a tout le fait de la gestion des ventes perdues et du dommage qui est créé sur l'image. Puis là, ben, on arrive ensuite avec des mesures réparatrices sur les données personnelles. Mais on ne parle même pas des mesures réparatrices sur les technologies qui ont été touchées par ces éléments-là. Les coûts commencent à s'accumuler de façon assez importante. Ouais. Et puis là, on parle pas de la loi 25. Hein, elle est en train de se mettre, la loi 25. Hein. Et puis la loi 25, c'est du style $25 000 d'amende à 4% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires là qui est prévu, en fait, le bénéfice qui est prévu pour cette entreprise, c'est 910 millions en 2022. C'est ce qu'ils ont prévu. Donc le chiffre d'affaires, 4% sur le chiffre d'affaires là, si je me base sur les 7,6 milliards de dollars canadiens de ventes annuelles, c'est le chiffre d'affaires ça. Calculer 4% là-dessus, là, ça risque de faire beaucoup d'argent par rapport à ça. Donc, l'argent rend intelligent et quand on fait un plan de continuité, c'est intéressant de le voir dès le départ. Donc, par rapport à cette notion de PRP, là, on s'aperçoit que ça glisse tranquillement pas vite sur nos données, là, elles ont été volées et puis en fait, nos clients, nos fournisseurs, nos employés, ben, les données personnelles sont en circulation. Qui plus est, là, on le voit dans d'autres articles, hein, ben, ils sont déjà sur le dark web. Il y a 32 gigas, je crois que c'est ça, 32 gigas, j'ai pu lire de données, donc 32 gigas, c'est quand même pas mal, quoi. Ça fait quand même genre un bon 3 films très haute qualité, 8K là, ça fait
ça fait du poids, ça pèse lourd. Donc il y a de la donnée quand même là-dedans. Donc PRP, là, il y a un volet. Et ça, en termes de PRP, il va y avoir une grosse communication à faire par rapport à ça. Parce que, bon, vous touchez vos employés. À la rigueur, on va rester en famille, on va en discuter, blablabla. Mais quand vous allez toucher, en fait, les données personnelles de vos clients, bah, je suis pas sûr que moi, en tant que client de Skidoo, bah, je vais être très satisfait que mes données personnelles, que mon numéro de carte de crédit circule sur le dark web. Ça va générer quelque chose. Puis, si on a mis des offres de services de crédit à tous les employés et puis que tous les clients qui payent avec des cartes de crédit sont fait voler leurs données là, bah, va falloir payer cette solution de crédit là à tous les clients. Et je pense que là aussi, les coûts vont encore monter. Allez, j'arrête là pour PRP parce que rien que ça fait pleurer pas à peu près. Allez, sur les données, Radio-Canada, là, le 23 août, alors c'est Radio-Canada, hein, quand on regarde sur les communications de l'entreprise, hein, ils parlent pas de ça. Donc, des passeports, des permis de conduire, et des contrats font partie en fait des renseignements qui auraient été dérobés chez cette entreprise-là. Donc là aussi des passeports. Bon, alors, des passeports, je suis un peu surpris, mais bon, pourquoi pas. Des permis de conduire, bah pourquoi pas. J'imagine que quand on achète un véhicule comme ça, peut-être qu'on demande un permis de conduire. Donc ça veut dire que là, c'est des données vraiment très critiques. Donc là aussi, ces données ont été volées. Et ça sous-entend que si on a volé les données, c'est qu'on a été quand même relativement loin et un peu plus loin que l'outil qui permet de faire les commandes de pièces détachées et puis des livraisons. Donc c'est tout plein d'informations qui permettent de dire que c'est pas seulement cette application-là qui a été touchée, mais c'est bien d'autres applications. Ça veut dire quoi aussi derrière? C'est que si ils ont été capables de voler ce genre de données qui normalement devraient être super sécurisées, un passeport, hein, théoriquement, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est même limite encore pire qu'une carte de crédit en termes de vol d'identité. C'est quand même assez quelque chose. Maintenant, ça veut dire que peut-être qu'il y a des secrets de fabrication derrière hein, qui sont volés, parce que j'imagine que cette entreprise-là, bah, elle innove. Hein, à la position où elle doit innover régulièrement. Donc, il doit y avoir des nouveaux produits qui sont en fabrication ou en réflexion, etc. Là. Et ça aussi, là, c'est toutes des valeurs de données qui peuvent se vendre très cher sur le dark web. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des points que je voulais aborder. Et là encore, hein, ben, c'est de la sécurisation, c'est de la préparation. Donc le plan de continuité des affaires, ça va préparer en fait la situation et puis répondre à la situation. Ensuite de ça, sur la protection des données, bon là c'est d'autres sujets là qui dépassent mon niveau d'intervention, puisque moi j'interviens une fois que le feu est pris. Mais la protection des données, c'est déjà bien en avant avec de la cybersécurité, de la sécurité de l'information, etc. Des accès qui sont contraints. Un petit peu avant, je vous parlais justement du vol des identifiants là. À mon avis, il y a encore plein de choses qui vont apparaître derrière. Ouais, ben c'est ça. Il y a d'autres choses qui vont être découvertes avec le temps. Là, on n'a pas tout découvert encore parce que l'incident lui-même est encore jeune, puis on commence à découvrir les ramifications. Tu mentionnais justement sur le dark web, c'est sorti très récemment. Finalement, que les données sont là. Donc, il y a quand même lieu de s'inquiéter sur la portée de ça. Fait que, puis là, on revient encore à la communication. Est-ce que la communication était bien faite de façon initiale? Là, doivent toujours rattraper comment le marché, comment l'information se divulgue. Donc, à l'heure actuelle, ils doivent recontrôler du dommage qui se crée à l'image constamment. C'est sûr que si on regarde dans l'absolu, c'est moins grave-ish sur l'image que quand un consommateur va acheter le produit puis il est desservi. Lui, il va se rappeler de ça. Les journaux, les nouvelles, malheureusement, on oublie très rapidement. Mais les dommages, quand même, s'amplifient. Puis là, la nouvelle loi au Québec, même je pense que le problème, c'est qu'ils doivent être touchés par la RGPD. Ils ont des installations en Europe. Fait que je sais pas oui, certainement. En Europe, là. Fait que je pense que les autorités réglementaires européennes doivent commencer à regarder ça de façon très proche. On va probablement en entendre parler aussi de cet élément-là. Au Québec, ils sont arrivés un peu trop tôt, un peu avant l'application de la loi, là, qui est le 22 septembre. L'entrée en fonction des premières dispositions de la loi le 22 septembre 2022. Donc, ça, dans ce cas-ci, non, mais c'est une chose énormément à considérer. Puis je pense que ça va devenir malheureusement le bâton nécessaire pour un peu inciter les entreprises à prendre ça au sérieux, parce que
clairement, je crois qu'ils doivent regretter énormément leur choix passé, mais quand on est dedans, puis en même temps, puis toi, tu disais que toi, tu interviens quand le feu a pris, mais tu interviens aussi avant que le feu prenne. Tu es là pour mettre en place les murs coupe-feu, empêcher que le feu prenne, mettre des mesures en place. Puis c'est ça où c'est beaucoup moins dispendieux embaucher quelqu'un comme toi que d'affronter juste ce cas d'exemple-là. Puis on va probablement en prendre d'autres parce que l'actualité va nous en fournir d'autres. Puis chaque cas est intéressant parce qu'ils ont leur particularité de leurs bons et leurs moins bons coups qu'on peut souligner, mais c'est pas pauvre entreprise, souhaitons, qui se remettent d'aplomb, puis qui soient peut-être mieux conseillés, parce que clairement, je pense qu'aussi il manque un peu de bons conseils pour les accompagner dans cette situation-là, vu les différentes ratées qui ont eu lieu au niveau de principalement la communication, puis l'intervention rapide qui est inhérente, là. Il y a une chose, là, bon, on est un petit peu sur flux d'actualité, hein, ça fait à peu près une quinzaine de jours que ça s'est passé, là. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui va durer encore sur des mois et des mois, hein. Tout leur système, il y a pas l'inventaire clair de tout leur système, mais je pense que s'ils arrivent à sortir des passeports, des permis de conduire, ils ont dû aller très très profondément en fait dans leur système. Il va falloir reconstruire tout ça, va falloir analyser tout ça. Donc à mon avis, leur système, il y a beaucoup de leurs systèmes qui vont pas démarrer avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, c'est intéressant. Je vais juste faire une aparté là-dessus, c'est que dans mon domaine d'activité, quand on fait de la reprise informatique, quand on perd en fait un centre informatique sur un incendie ou sur une inondation, eh ben ça peut se remonter relativement assez rapidement. On a des délais du style 3 jours, 72, 96 heures où on est en capacité de pouvoir remettre la production en ligne. Dans le cas de cyberattaque, et mes clients sont toujours très surpris quand je leur dis ça, dans le cas de cyberattaque, ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois que certaines applications sont indisponibles. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux te passer de ton informatique pendant 3 jours parce que ça a brûlé là, te passer de ton informatique pendant 3 semaines à plusieurs mois là, ça a un impact très très fort sur ton business et il va falloir que tu regardes comment est-ce que tu fais sans informatique dans ton business. Et ça, les clients ont beaucoup de mal à comprendre ça parce que ils imaginent pas que ça peut arriver. Pour eux, ils s'en sont encore restés à bon, le centre informatique brûle, c'est pas grave, vous me reconstruisez ça en 3 jours et puis ça va le faire. Cyberattaque, on est vraiment en fait dans une autre dimension en termes d'indisponibilité de l'informatique. Je trouve ça intéressant cette aparté-là, puisque de mon expérience de gestionnaire d'incidents puis dans ce monde-là, effectivement, parce que on doit désinfecter les systèmes, on doit nettoyer les systèmes. Dans certains cas, c'est de littéralement les remonter à neuf parce qu'on n'a pas la capacité à la confiance. Fait que c'est comme reconstruire après incendie, mais une bâtisse physique, soit on la rase puis on la reconstruit à neuf, ce qui est quand même assez dispendieux comme processus, ou on doit désinfecter et nettoyer vraiment de façon en profondeur chaque pièce, parce que si le malveillant est rentré, puis j'ai vu des entreprises qui sont allées trop rapidement, puis on remis en ligne tout de suite, ben il avait pas chassé le malveillant, fait que le malveillant est juste passé à rire et a rançongicilisé l'entreprise 2 fois, fait que là on se retrouve dans des situations comme ça, fait que oui, c'est très long, pas parce que c'est l'informatique, c'est pas comme un meuble, faut chasser, ben dans le fond c'est un peu comme avoir un exterminateur avec des parasites. Quand on a des parasites chez soi, c'est compliqué de s'en débarrasser. Et des fois, ça nous demande des reconstructions complètes de certaines parties de la maison, où ça peut prendre plusieurs mois avant de chasser les parasites, tout dépend de la nature, mais il y en a qui sont plus résistants que d'autres. C'est un peu ça, quand on a eu une infiltration, c'est pas juste pouf, on a échappé. Pouf, le feu a pris ou le serveur est physiquement désuet ou brisé. Là, on est vraiment dans un contexte où on ne sait pas où on s'attaque. Puis c'est encore là, je souhaite que cette entreprise-là consulte des experts justement dans ce domaine-là qui vont les aider à prendre les bonnes décisions en cours de chemin, justement, pour pas qu'ils remettent en ligne un système puis qu'ils se retrouvent encore dans le cycle de nouvelles parce que ils ont mal désinfecté, mal remis en ligne leurs choses. Puis effectivement, puis il y a l'exemple de la ville d'Angers, je crois, qui a pris au moins 12 mois, c'est pas plus, avant d'avoir un retour en ligne qui avait du bon sens. Donc, on est dans des contextes qui peuvent être très, très longs puis très difficiles à remettre. Puis là, c'est de se poser la question. Là, dans le cas, c'est manufacturier.
peut-être détacher rapidement la chaîne de production du restant de l'entreprise va les aider à revenir plus vite et de réfléchir, d'avoir justement qu'il se fasse. Bref, on revient toujours se faire accompagner, se faire accompagner par des experts dans les différentes branches en résilience ou en cyber et en différents éléments comme ça. Là. Je vais juste aborder un dernier point parce que c'est aussi important et ça c'est un volet qu'on ne prend pas en compte. C'est le post-crise. Quand on va reconstruire en fait les données derrière. Et quand on reste, hier j'étais avec un client et puis le client me disait, on a eu une coupure pendant une journée là, et en fait on a mis 3 semaines à reconstruire les données. Une journée d'arrêt, 3 semaines pour reconstruire les données. Donc imaginez quand on s'arrête pendant une semaine là, le nombre de semaines ou de mois qui peuvent prendre pour reconstruire les données. Et ça aussi, il faut le savoir, ça a un coût énorme derrière. C'est que pendant que les personnes reconstruisent les données, elles font pas du day-to-day. Elles reconstruisent les données. Donc, vous perdez de l'argent encore. Ouais, ben les coûts aussi en termes de retour en ligne, l'embauche de tous ces experts-là, c'est pas gratuit. Ils sont généralement, quand ils arrivent justement qu'il y a un instant comme ça, ils ont le crayon il y a plus très fort sur le crayon justement parce que l'urgence amène une certaine certains choix qui sont malheureux là, dans ce cas-ci, mais oui, c'est très, très dispendieux, c'est très long. J'ai assisté à des post-incidents où le retour technique s'est fait relativement rapidement. Cependant, les conséquences qui ont suivi, dont le volet PRP a pris des mois à régler et a monopolisé les affaires juridiques, a monopolisé les communications, a monopolisé des gens techniques pour faire l'inventaire, retrouver, retracer, cheminer dans tout ça. Fait que tout ça n'est pas gratuit. C'est très dispendieux. Puis là, on ne voit que le bout. Peut-être qu'il va y avoir, ça serait intéressant d'avoir un post-mortem de leur cas, puis voir à quel point ça leur a coûté cher, justement, comme étant un signal d'alarme pour les entreprises, puis justement de ce réveil-là, qu'ils puissent en bénéficier, que ce malheur-là ne tombe pas dans le néant, qu'ils puissent faire avancer les autres entreprises, puis prennent les bonnes décisions. Là. Ce serait vraiment génial qu'il y ait un post-mortem là, mais quand je vois leur communication, je suis pas sûr qu'ils soient très très ouverts pour un post-mortem. On verra, tout peut changer dans le temps. Je le souhaite, vraiment sincèrement, je le souhaite parce que ça aiderait énormément d'entreprises, c'est clair. Oui, puis le retour, en tout cas, bref, si ça peut un retour à la communauté, retour pour que justement la communauté d'affaires puisse en bénéficier de ce faux pas-là, justement que ça puisse servir aux autres puis qu'on s'améliore tous collectivement, je pense qu'on sortirait gagnant. On va conclure là-dessus. On a fait pendant un tour quand même assez vaste de ce sujet-là. Peut-être qu'on va revenir sur ce cas-là spécifique s'il y a des dénouements dans le temps. Ou de toute façon, je pense que l'actualité va nous servir d'autres éléments ou d'autres choses. En tout cas, c'est un sujet très vaste, fait qu'on se revoit très prochainement. Ça marche. Bye.